tous et bienvenue autour de votre grande table du jeudi. À partir de 12h55 dans la grande table des idées aujourd'hui, Afghanistan. Et si les talibans avaient déjà gagné la guerre, une reconquête du pays éclair, mais le fruit d'une longue préparation et d'un long travail de l'opinion, nous dira notre invité à partir de 12h55, le sociologue Adam Bashko, chercheur au CNRS et auteur de La guerre par le droit, les tribunaux en Afghanistan, qui paraît au CNRS édition aujourd'hui même. Mais d'abord, comédienne et réalisatrice, elles ont toutes deux conçu une première série, On the Verge, pour Julie Delpy, 12 épisodes diffusés sur Canal, et Nona et ses filles, pour Valérie Donzelli, à retrouver en décembre sur Arte. On y parle sexualité, maternité, féminité, aimer, vivre et bosser, avec humour et poésie. Elles reviennent l'une et l'autre de Sérimania, où leurs créations ont été présentées. Elles sont aujourd'hui nos invitées. La grande table. Olivia Gesbert. Elles reviennent l'une et l'autre de Sérimania où leurs créations ont été présentées, que dis-je, acclamées, la 3e édition du festival qui annoncera son palmarès ce soir à Lille. Des femmes en série, donc aujourd'hui jusqu'à 12h30, une émission programmée par Henri Leblanc avec Oriane Delacroix. On est à Los Angeles dans On the Verge. Elles ont entre 40 et 50 ans, 4 femmes amies en milieu de vie, comme dit sa réalisatrice, en couple avec enfants et une vie professionnelle plus ou moins épanouissante. Chef cuisinière, l'héroïne, la française Justine notamment, interprétée par Julie Delpy, qui a conçu cette série et réalisé une partie des épisodes avec Mathieu Demy, qui joue son mari. Elle est ici. Bonjour Julie Delpy. Bonjour, ça va ? On the Verge. Oui. On peut peut-être, pour que le doute ne soit pas permis, tout de suite clarifier qu'est-ce que ça signifie en français. C'est au bord de... Enfin, c'est un peu... On the verge, c'est comme on the verge of a nervous breakdown, au bord de la crise de nerfs, quoi. Enfin, mais c'est pas la crise de nerfs, c'est pas que ça. C'est des femmes qui sont sur le point... En fait, sur la brèche, sur la brèche, voilà. Sur le point, c'est un moment de changement dans leur vie et... Voilà, j'avais envie de montrer des femmes de cet âge-là, mais qui ont plein de choses encore qui sont, qui bougent, qui changent, qui vibrent, quoi, qui sont réelles. Parce que pour moi, c'est ces femmes-là que je connais, donc voilà. Et elles sont à l'affiche donc de cette série On the Verge qui débute sur Arte le 6 septembre, sur Canal, je vais y arriver, alors, je vais mélanger entre les deux. Canal donc, le 6 Nona septembre. et c'est Arte, on va y arriver. On the Verge, c'est Canal le 6 septembre, mais c'est aussi sur MyCanal en streaming. Voilà, et on est à Paris dans le 18e rue Poulet, à Château-Rouge, dans Nona et ses filles, la série de Valérie Donzelli, où Miu Miu interprète une septuagénaire qui se découvre enceinte, responsable du planning familial. Elle est mère de triplés, déjà, 3 filles qui ont plus de 40 ans. Elles ont bien grandi et qui ont depuis chacune leur vie, dont Georges, que vous interprétez, Valérie Donzelli, bonjour. Bonjour. Truffe, c'est le gynéco, extrait de Nona et ses filles, avec Virginie Ledoyen et Clotilde M, à voir prochainement sur Arte. Il m'a tout raconté. Mais il t'a raconté quoi? Bah, que t'étais enceinte. Truffe, t'as dit ça? Oui. Vous l'avez cru? Bah oui, il nous a donné ton dossier, maman, on l'a regardé et... Mais enfin, c'est le dossier d'une autre. Le laboratoire s'est trompé. Non, mais Truffe est totalement sénile. Il me fout la trouille, hein, d'ailleurs. Faut vraiment que je change de médecin. Oui, bah, je me disais bien aussi. Hein. Ah ouais, je suis soulagée, là, ok. Ah, je suis déçue. Mais vous êtes complètement folle. Oui, mais en fait, je comprends pas. Elle est enceinte ou... Eh, chut, on discute entre grands maintenant, Max. C'est n'importe quoi. Mais si le laboratoire s'est trompé, c'est que t'as fait des analyses, toi aussi. Maman, t'as des problèmes de santé? Ben oui, c'est vrai. C'est quoi ces examens? Bon, maman, s'il y a quoi que ce soit, tu peux nous le dire. On est très ouvertes. Mais foutez-moi la paix! J'ai des comptes à rendre à personne. C'est mon corps, hein, c'est ma vie. C'est mon corps et c'est ma vie, dit Miu Miu qui interprète Nona, enceinte donc, sans comprendre comment, ça lui est arrivé, à l'âge de 70 ans. Valérie Donzelli, comment est née l'idée de repousser les frontières de la maternité ? Parce que j'avais envie de montrer la maternité comme un super pouvoir et un super poison. Et je crois que si aujourd'hui les femmes de 70 ans ne sont pas souvent enceintes, c'est parce que quand on est enceinte et qu'on est une femme, on a l'enfant en soi, c'est-à-dire que c'est tout le corps qui est au service de cette action. Et c'est un réel effort, en fait, d'accoucher. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes de 70 ans qui ont des enfants, parce qu'en fait, ils ne font pas grand-chose dans l'histoire.
Et je trouvais que c'était intéressant. Et puis, je pense que ça choquerait aussi aujourd'hui si une femme de 70 ans pouvait être enceinte. Alors, Nona, elle a quand même couché. C'est une femme qui a une sexualité. Et ça, c'était aussi important pour moi de le raconter. C'est-à-dire que la vie s'arrête pas à 50 ans ou à 60 ans. Et que j'avais envie de raconter l'histoire d'une femme de 70 ans qui a du désir, qui est amoureuse, puisqu'elle est amoureuse d'un homme qui s'appelle André Breton. Et c'est pas surréaliste, c'est quelque chose qui peut arriver, je pense. Et voilà, donc de raconter comme ça cette figure féministe, puisqu'elle a organisé le planning familial du 18e, le premier planning de ce quartier. C'est pour ça que j'ai choisi aussi ce quartier de Paris, qui est un quartier très populaire et un quartier africain de Paris. Et du coup, elle a grandi comme ça dans ce quartier depuis toujours, et elle a fait ce planning familial qu'elle a mené avec son amie de toujours, qu'on découvrira dans la série et tout ça. Et puis, j'avais aussi envie de raconter la cohabitation d'une mère et de ses filles, et pourquoi ces filles viennent revivre chez leur mère, parce qu'elles ont toutes quelque chose à y trouver, et aussi parce qu'il faut la protéger de ça, de ce qu'elles traversent. Alors, Nona, jouée par Miu Miu, elle est effectivement, elle tombe enceinte, elle a une sexualité, elle a une vie amoureuse, elle aime cet homme interprété par Michel Vuillermoz, et c'est bon de le signaler parce qu'il est assez grandiose dans ce rôle d'homme amoureux, rôle dans lequel on le voit assez rarement, et c'est un plaisir de l'y retrouver. Vous dites, voir une femme enceinte à 70 ans, ça peut choquer, pas Julie Delpy en tout cas, qui dans une interview, un entretien que vous avez accordé, je crois, à Sofilm, c'était avant l'été pour Maïzoé, vous disiez, voir une femme sexagénaire enceinte, ça me fait marrer. Ben oui, ça me fait marrer, ça me fait plaisir. C'est presque le pitch de la série. Moi, je rêverais d'avoir des enfants. Enfin, si j'avais pu... C'est compliqué quand on est une femme qui travaille, etc., d'aller vers une carrière et tout ça. Et puis après, moi, je savais que je ne pouvais pas avoir d'enfants avant de réaliser mon premier film, parce que sinon, je n'aurais pas pu le faire, je pense. J'étais dans un système aux États-Unis, etc., où on ne vous laisse pas être les deux. Et donc, c'est très, très dur là-bas. Hein. Je pense que beaucoup de femmes réalisatrices n'ont pas d'enfants, d'ailleurs. C'est un peu... c'est en train de changer, évidemment, mais c'était impossible de faire les deux. Et donc, j'ai été obligée de faire mon enfant après mon premier film. Je suis tombée enceinte quelques jours après la sortie de mon film. Et en fait, après, c'était trop tard pour en faire un deuxième. Enfin, c'était compliqué. Hein. C'était vraiment être mère et à la fois réalisatrice n'était pas une chose... c'est-à-dire, on n'a pas vraiment le droit, quoi. Et il y a encore des problèmes aux États-Unis. Il y a encore des hommes qui se permettent de dire, si vous faites des enfants, moi, je vous emploie pas. Enfin, c'est vraiment encore très, très... Vous savez, il y a toute une génération d'actrices à Hollywood. Maintenant, je suis en train de découvrir ça. On est en train de tous découvrir ça. Toutes les Ava Gardner, les Marilyn Monroe, etc. Elles étaient forcées par les studios d'avorter pour pouvoir continuer à bosser et être les sex symboles qu'elles étaient, quoi. C'était vraiment, vraiment une dictature terrible sur la femme et sur l'empêcher d'être mère, quoi, en fait. Et d'ailleurs, ce que vous montrez, Valérie Donzelli, dans votre série, Nona et ses filles, c'est que ça ne va pas de soi non plus. Pour elle, les réactions sont extrêmement vives et virulentes. Réactions dont on va essayer de la protéger au départ, face à cette maternité tardive. Hein. Même en France, où peut-être le regard est un peu différent, et on va y venir, que dans la série. Mais en France, il y a d'autres problèmes. Hein. En France, par exemple, aux États-Unis, on peut être une femme de n'importe quel âge et faire des enfants. C'est-à-dire qu'on peut faire les dons d'ovocytes, etc. En France, il y a encore toujours des problèmes là-dessus. Hein. J'ai appris que c'était pas simple. En tout cas, ce que je trouvais moins intéressant, c'était aussi de raconter l'ambivalence de la maternité et du désir d'enfant. Et Nona, elle n'a pas envie de cet enfant. Et en fait, elle pense qu'elle peut baisser la garde à 70 ans, parce que quand même, la contraception, c'est toujours l'affaire des femmes. C'est les femmes qui prennent des pilules, c'est les femmes qui prennent les hormones, c'est les femmes qui mettent les stérilés, c'est les femmes qui s'occupent de ça. Et Nona, elle pense qu'à 70 ans, elle peut baisser la garde de la contraception et elle tombe enceinte. Et ça la rend folle, en fait. Elle est furax. Pour une féministe, voilà, donc c'était aussi de jouer là-dessus. C'est-à-dire que c'est pas du tout pro-life, quoi. Enfin, pour moi, c'est important d'avoir des enfants. C'est important aussi de désirer ne pas en avoir. Enfin, voilà, il n'y a pas du tout de... J'avais pas envie de faire une série militante sur le fait d'avoir des enfants. Ce que je trouve intéressant, c'est la complexité de la maternité, qui est vraiment quelque chose qui nous met un peu comme des super-héroïnes quand même, parce que moi je trouve que c'est un peu de la science-fiction, cette histoire d'avoir un enfant qui pousse à l'intérieur de soi, et en même temps ça peut être une malédiction. Oui.
Julie Delpy. Oui, non, moi non plus. Je pense que c'est en fait, il y a question tellement des de problèmes aux États-Unis là-dessus, Ouais. sur la liberté. Enfin, c'est d'un extrême à l'autre. Enfin, moi où j'habite, c'est assez compliqué. Il y a des endroits où on peut faire des enfants jusqu'à 100 ans et d'autres endroits où on n'a pas le choix en fait. En fait, c'est sur le contrôle du corps de la femme aussi, tout ça, etc. J'avais vu un documentaire il y a des années sur la contraception, etc. C'était assez marrant parce que ils disaient qu'ils avaient trouvé des contraceptions dans les années 50 pour les hommes, mais que ça leur rendait les couilles légèrement plus petites. Et c'est pour ça que le seul effet secondaire, c'était ça. Et les hommes n'aimaient pas l'idée d'avoir des couilles légèrement plus petites. Moi, je trouve. C'est joli les petites testicules. Et la femme, ça pose des problèmes cardiovasculaires, ça pose des problèmes dans tous les sens, etc. Mais pour l'homme, c'était juste la taille de ses roubignoles, quoi. Voilà. Alors, vous êtes expatriée à Los Angeles. En tout cas, votre héroïne, la chef cuisinière, elle est mariée avec un Français qui est assez pesant. La vie de couple entre eux est pas très simple. Il passe son temps à la juger. La question de l'emprise est évoquée face à sa mauvaise humeur un peu permanente. Mais lui, il bosse pas. En fait, il est architecte, mais il n'arrive pas à réaliser ses projets. Dans votre série, Julie Delpy, On the Verge. Et elle doit assurer le quotidien au restaurant. Son garçon, qui est aussi scolarisé, qui a autour de 10 ans, elle doit en plus boucler un livre sans y arriver. Il y a un peu Un livre de cuisine. Ouais. Qui devient presque un journal intime. Et la série, elle dit beaucoup des différences de mentalité aussi. Souvent, Justine, elle gaffe et ses copines lui disent « ça, tu peux pas dire ça ici ». En France, ça marche. Aux États-Unis, ça ne marche pas. Extrait. Il lui vint à l'esprit que rien de ce qu'elle tenait pour elle ne l'était vraiment. Rien. Peut-être qu'il n'y avait ni maison, ni mari, ni enfant, ni travail. Rien de tout cela. Rien qu'un trou géant dans son cœur. Non. Un trou géant dans sa poitrine. Non. Un trou géant dans son œil. Un trou géant dans son estomac. Un trou géant dans son cul. Un trou du cul géant. Quoi qu'il en soit, une fois qu'elle eut découvert ce trou, elle sut qu'elle allait devoir le cacher et faire semblant de ne s'être aperçue de rien. Parce que si ce trou s'élargissait, elle redoutait de sombrer dans le néant. Dans ce trou du cul géant. Non, mon personnage essaye d'écrire quelque chose et elle n'y arrive pas, en fait. Elle écrit une recette de cuisine, mais on lui a demandé d'écrire quelque chose d'un peu plus personnel, un peu comme une sorte de livre de recettes de cuisine existentielle, et elle sait pas écrire. Enfin, c'est pas une écrivain, donc elle se perd un peu dans ses. Mais ça parle du trou, en fait. Aussi. Le show parle de cette sensation de vide, parce que mon personnage souffre beaucoup de sa relation amoureuse, et en même temps, elle essaye de tout faire pour aider son mari à se sortir de ce malaise, etc. Mais du coup, elle devient une victime de son abus et de sa mauvaise humeur. Mais c'est très drôle, hein, évidemment, c'est dans la comédie, tout en étant un peu grinçant à des moments, etc. Mais sur l'emprise, sur des choses comme ça, et sur se libérer en tant que femme de cette emprise, pas forcément avec un tortionnaire, forcément, parce que moi j'aime bien la subtilité dans l'abus. Je pense que il peut y avoir des couples très abusifs, mais de petites choses du genre non, mais pas ce pantalon-là, t'as grossi un petit peu, ma chérie, ou des petites choses, mais qui petit à petit vous rongent de l'intérieur, quoi, qui sont pas forcément des coups dans la gueule, mais qui sont quand même pas mal. Et je voulais raconter ce couple comme ça, mais tout en riant un petit peu, quoi. Et c'est effectivement extrêmement drôle. Il y a aussi ce moment où elle rentre toujours très tard du boulot, parce qu'elle bosse comme à la maison. Elle bosse comme une folle, et quand elle arrive, il dort, il est vautré sur le lit. Et il a cette petite mimique où il suce un téton imaginaire, oui. Téton de sa mère. Il a un rapport avec cette femme de presque mère, et en fait, elle a 2 enfants, quoi. Donc il tète. Voilà, c'est ce que la vie de couple peut apporter au bout d'un certain nombre d'années. Et c'est ce moment où elle rentre, elle le regarde et elle fait « Oh non !» et elle finit sur le canapé. C'est sûr, c'est pas très sexy. Hein. Je ne sais pas si ça se raconte. Mais Valérie Donzelli, vous avez inventé la reine des pommes. Vous avez, vous, Julie Delpy, vraiment recréé aussi la reine des aphorismes. Alors Justine, jouée par vous, Julie Delpy, dans cette série, vous terminez chaque épisode par des petits aphorismes, comme on vient de l'entendre, sorte de morale de l'histoire, comme elle termine chaque recette de cuisine. Et dans un des épisodes, vous dites cette phrase qui finalement en dit beaucoup: manger la vie, il faut manger la vie avant qu'elle nous mange. Et même si tout le monde dit qu'on est dans l'erreur, il faut persévérer, parce que ce vide à l'intérieur et à l'extérieur de vous, c'est la condition humaine. Oui.
Mais là, c'est assez sérieux quand même. Ouais. Cette idée que, quels que soient les obstacles que vous avez pu rencontrer, est-ce que ça a été votre ligne directrice à vous, Julie Delpy, de bouffer la vie? Sinon, c'est elle qui vous dévore. Moi, j'ai pas eu le choix. J'ai été dans un système qui était tellement dur, on m'a tellement cassé, on m'a tellement dit tu peux pas le faire, tu peux pas y arriver. Mais moi, depuis l'enfance, depuis même avant que je veuille faire du cinéma, avant d'écrire, avant tout ça, j'étais toujours un peu celle à qui on disait tu y arriveras pas. Et c'était pas mes parents, c'était plus autour de moi, etc. Et en fait. J'ai dû me battre beaucoup, quoi. J'ai dû me battre et me relever de tous les... Voilà, on m'a brisé jusqu'à... Mais bon, voilà, je suis devenue ce que je suis devenue. Et c'est vrai qu'il faut avancer, quoi. Et ça inclut aussi, je veux dire, on vous casse en tant qu'artiste. Personne se gêne pour vous casser créativement, de vous dire que vous êtes nul, etc., etc. Ça vous arrive tout le temps. C'est marrant parce que maintenant, ils parlent de la dépression des grands sportifs et qu'ils ont des nervous breakdown et tout ça, ils se cassent parce que c'est trop dur, etc. Mais personne n'a de problème à briser des carrières avec un article. Moi, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois où j'ai eu des articles, mais qui carrément m'attaquaient personnellement parce que j'avais fait un film qui ne leur plaisait pas, même pas au niveau de la qualité du film, mais par exemple au niveau de la... Donc voilà, on est amené à être des gens on est obligé d'être très très solide et quelque part le film part de ça. Et moi, mon père me disait toujours, pense toujours à cette phrase, les chiens aboient, la caravane passe, il faut avancer et jamais se laisser miner par les gens autour de vous, que ce soit des gens proches ou loin de vous. Enfin bon, voilà. Donc c'est un peu le show et là-dessus quoi aussi de ces femmes qui avancent malgré tous les obstacles. Je sais pas. Cette adversité, Valérie Donzelli, vous l'avez rencontrée? Oui, alors je l'ai rencontrée évidemment dans ma vie personnelle, mais après je crois que ça m'a un peu changé pour tout le reste en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression que faire des films, tout ça, évidemment que c'est dur, mais ça reste quand même de la joie, quoi. Et il faut être persévérant, c'est sûr. Mais j'ai pas eu le sentiment de beaucoup souffrir en travaillant. Enfin, même si j'ai aussi connu des échecs et tout ça. D'abord, je pense que les échecs, c'est peut-être plus facile de se remettre qu'un succès, parce que le succès, on se dit on fera plus jamais aussi bien, alors qu'un échec, on se dit bon, on est allé tout en bas, donc on peut que remonter. Enfin, je sais pas. Mais de toute façon, je crois que le plus important, c'est qu'il faut réussir effectivement à continuer d'avancer sans trop se poser de questions et surtout à avoir toujours le désir de raconter des histoires et de faire des films. Voilà. Et je crois qu'à un moment donné, ce désir-là, il est plus fort que tout et il est capable de tout traverser, quoi. Ouais. Non, mais c'est sûr que moi, je pense que d'avancer, c'est vraiment la clé de tout. Parce que c'est vrai que positif ou négatif, qu'en effet, succès, ça peut être aussi bloquant, etc. Mais c'est sûr que c'est d'avancer, quoi. Quand les gens me demandent des conseils de scénaristes, de réalisatrices, je dis, vous posez pas de questions, allez-y. Il faut mieux faire quelque chose. Moi, à un moment, j'avais le choix entre faire un film avec très peu d'argent, un peu n'importe quoi, et d'y aller, mais de le faire, plutôt que de me poser plein de questions et de pas avancer, quoi. C'est sûr qu'à un moment donné, pour faire du cinéma, il faut le faire. Donc, pour écrire, il faut se mettre à sa table, il faut écrire même si c'est dur parce qu'on a l'impression qu'on va écrire un truc nul. Et ben après, on va peut-être le trouver moins nul et puis, on va le remettre encore en question. Et puis, c'est tout le processus de création, il passe par des montagnes russes quand même. Mais c'est ça qui est bien. Il y a quand même dans vos 2 séries et surtout dans la vôtre, Julie Delpy, on sent aussi une forme de libération par le langage. Vraiment, la langue est crue et on se réapproprie pas simplement son corps dans vos séries, mais aussi la langue. Ce qui est censé être du côté des attributs féminins et du masculin de l'autre côté. Vous cassez ces frontières-là et c'est une manière aussi assez transgressive d'entrer dans ce sujet. On réduit souvent les femmes à la maternité et dans Nona, là vous jouez, vous, Valérie Donzelli, une sorte d'inversion des rôles, on le disait, avec ce personnage de mère joué par Miu Miu qui est enceinte à 70 ans et vous et vos 2 sœurs, puisque vous êtes des triplés dans le film, qui ont plus de 40 ans. Georges, votre personnage, c'est un peu l'éternelle thésarde. Elle vit encore chez sa mère, elle est célibataire, elle veut pas grandir. D'ailleurs, elle n'a pas très envie finalement de se frotter à tout ce qu'une vie de femme induit, dans ce qu'on sous-entend, le couple, être enceinte, ne plus pouvoir l'être un jour. C'est sa manière à elle aussi de se protéger de ça, de repousser cela. Oui, puis elle est vierge aussi. Elle le dit, que c'est politique, qu'elle n'aime pas trop l'idée que quelque chose entre ou sorte de son corps. Donc tout ce qui est maternité, pénétration, c'est des choses dont elle ne veut même pas entendre parler.
Et ça m'amusait de pouvoir raconter comme ça, de rejouer un peu avec les codes de ce qu'on appelle la vieille fille, c'est-à-dire la fille qui n'a pas d'amoureux, qui vit encore chez sa mère, et que je trouve assez péjoratif. Et finalement, je trouvais ça bien de pouvoir montrer une fille pour qui c'est pas un problème et pour qui c'est une vraie décision, en fait. Et ça m'a amusé de jouer ce personnage un peu d'éternel enfant, parce que voilà, c'était un peu le maintenant ou jamais, quoi, pour moi, de le faire. Est-ce que, en termes de cinéma, Agnès Varda a été pour l'une comme pour l'autre une figure tutélaire? Je rappelle que Mathieu Demy, qui est le fils, joue le rôle de votre mari, oui. Julie Delpy, dans la série, qu'il est par ailleurs le co-réalisateur de cette série. C'est vous réalisez une partie des épisodes, lui, une autre partie. On va écouter la cinéaste Agnès Varda, seule réalisatrice de La Nouvelle Vague, réalisatrice de Cléo de 5 à 7 du Bonheur, entre autres. Je pense que la vieillesse génère de la liberté. C'est comme si on n'avait pas à prouver qu'on existe comme cinéaste. C'est pas que je l'ai prouvé, mais enfin, j'ai fait 3-4 films qu'on peut retenir. Je suis pas obligée de me battre pour dire j'ai fait quelque chose d'intéressant, etc. Donc, par ailleurs, il y a une légèreté, curieusement, qui arrive avec l'âge et qui peut s'accompagner du poids, d'ailleurs. Moi, je suis plus lourde que quand j'étais jeune, mais j'ai l'esprit beaucoup plus léger. Et pourtant, j'absorbe quotidiennement, comme tout le monde, mais je l'absorbe très violemment, les horreurs du monde, la douleur des autres, les souffrances sporadiques et puis la souffrance générale qui s'est installée dans le monde, dans un monde chaotique, donc qui devrait nous bousculer. Et en même temps, puisqu'on est privilégié, puisqu'on est favorisé, de pouvoir exercer l'art du cinéma, l'art de l'installation, et que je pense que c'est pas complètement inutile. Donc, je me dédouane comme ça en me disant ça, et j'essaye de tenir quand même une relative joie de vivre. C'est étrange de dire ça, mais je crois que c'est ça. Oui, je suis présente dans ce que je fais. Je suis une cinéaste pas planquée, c'est ça surtout. Julie Delpy, elle y est présente dans ses films, Agnès Varda, par son corps. Elle est là au cœur du dispositif qu'elle met en place avec ses comédiens. C'est pas une cinéaste, ou c'est une cinéaste pas planquée, comme elle le dit. Et elle dit aussi, peut-être que ces mots vous parleront, que la joie de vivre, finalement, a peut-être été ça, pour elle, le moyen de transformer cette angoisse que le monde pouvait lui inspirer. Oui, l'humour. Je la connaissais, donc bien, et je l'aimais beaucoup, et je l'ai beaucoup aimée. Elle a été une grande inspiration pour moi. Et elle m'a beaucoup soutenue, en fait. On se voyait pas tous les jours, etc. Mais à chaque fois que je la voyais, elle était très... c'était une vraie féministe dans l'âme, vraiment un exemple, un modèle. Aussi, je fais des choses différentes. Évidemment, je n'essaye pas d'imiter les autres, etc. Mais ça a été une immense inspiration, quand même. C'est une vraie pionnière et une super bonne femme, une intelligence hyper fine. Non, c'est extra, des gens comme ça. Heureusement qu'elle a été là, quoi. Valérie Donzelli, il y a aussi dans la série le fait que c'est un genre qui n'est pas solitaire. On n'écrit pas seul, on ne trompe pas tout. C'est aussi un moment de partage dans le cinéma aussi, quand on fait des longs métrages également. Et vous êtes l'une et l'autre 2 réalisatrices de longs. La série, elle vous a offert quand même des possibilités nouvelles de narration, forcément, mais aussi une forme qui vous a permis d'apprivoiser autrement ce que vous vouliez raconter. Oui, parce que le temps de la série, il est beaucoup plus long et la temporalité, elle est un peu fragmentée aussi. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a plu tout de suite dans l'idée de créer une série, c'était de créer des personnages et je trouvais que la famille, c'était un endroit parfait pour développer une série parce que c'est plein de personnages et on peut s'attacher à chaque personnage. C'est vraiment choral, alors que peut-être au cinéma, c'est un peu plus difficile de faire des vrais films comme ça, où il y a beaucoup de personnages. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas réussi encore à faire ça, mais la série, ça s'y prête vraiment très bien. Et l'écriture, c'est complètement différent d'un scénario, je trouve. Et là, pour le coup, j'ai travaillé avec Clémence Malène Perdriac, qui avait déjà une expérience d'écriture sérielle et tout ça.
Et donc, on a vraiment travaillé ensemble. Et c'est vraiment tout. On ne sait pas trop par quelle boule prendre au départ. Quand on a 9 épisodes, qu'il y a 8 personnages, il faut trouver les trajectoires des uns des autres. On met des post-it, des trucs. Ça devient très scolaire presque. Et puis, petit à petit, on se familiarise avec le matériel, le matériau de tout ça, quoi, de tous ces personnages, toutes ces trajectoires. Et moi, j'ai trouvé ça très jubilatoire. J'ai adoré créer des personnages comme ça. Inventer cette famille. Ouais. Et Julie Delpy, pareil pour vous. Oui. Est-ce qu'en fait la série, c'est une manière de séquencer un récit qui vous a permis d'avancer plus sereinement, ou est-ce que c'est vraiment ce gros navire qu'on imagine qu'il faut trimballer d'épisode à un autre en pensant au rebondissement C'est énorme. C'est un travail justement, oui, en effet, post-it, machin. On se trompe, on répète une chose. Les personnages, il faut être sûr qu'ils aient pas tous la même personne. Moi, j'ai 4 femmes, leur mari, les enfants, etc. Donc c'est vraiment... J'ai pourtant l'habitude de faire ça parce que j'avais fait le Skylab qui était très, très plein de personnages, etc. et qu'il fallait vraiment les définir tous. Il y avait une 25 personnes à peu près, entre les enfants, les parents, les grands-parents, etc. Et donc j'avais créé ça en faisant des schémas énormes sur des murs, etc. avec des relations, cette personne, avec des couleurs, des choses comme ça. Un peu comme un truc de flic qui fait une enquête, quoi, presque. Oui. Et donc... mais je suis assez bonne à ça parce que moi j'adore les schémas, les trucs compliqués, les mathématiques. Donc quelque part, il y a quelque chose qui me rappelle les maths et la science, etc. d'une certaine manière, à construire ces choses assez compliquées. Mais c'est énormément de travail. 12 épisodes, c'était... et en plus, dans un temps assez court, c'était un vrai marathon. Et ma co-scénariste Alexia Lando, on s'est arraché les cheveux mutuellement et aussi soi-même. Et donc c'était assez compliqué, ouais. Ouais, c'est quand même bon de le rappeler parce qu'on a l'impression, avec les confinements successifs qu'on a connus ici ou ailleurs, aux États-Unis, que la série, c'est un peu le genre magique. Maintenant que tout le monde peut faire de la série, que c'est simple, on fait des séries. Non. Or, c'est quand même... non, c'est beaucoup de travail. Ouais. Beaucoup de travail. Et les femmes ont rarement le beau rôle dans les séries, hein, surtout passé un certain âge. Constat que le Monde a encore fait sur place à Série Mania cette semaine. Les femmes sont aussi, et sont pourtant 50% du public des séries, on peut l'imaginer. 50% de la population, quand même. Voilà, donc du public peut-être des séries. On a fait un calcul rapide. Bousculer les codes, ça c'est important aussi. Vous avez trouvé rapidement des gens qui ont cru en vos projets, en un mot, l'une et l'autre? Non, moi j'ai commencé en 2013 à l'écrire et ça a mis 8 ans à ce que les gens me disent oui. Enfin non, heureusement Canal+ m'a soutenu bien avant. Enfin on a commencé à en parler vraiment vers 2017, etc. Donc ça a pris un peu moins de temps. D'ailleurs dès que j'ai été les voir, ils m'ont soutenu. Mais avant ça, j'étais avec des studios américains qui non, les femmes de 45 ans, non. Non, ça passait pas. Maintenant, ça passe. Après, Netflix est associé à Canal, mais ça leur a pris un peu plus de temps. Valérie oui, moi aussi, c'était assez long, en fait, l'écriture. On a commencé à écrire en 2015 et j'ai commencé à m'épanouir, en fait, avec la rencontre d'Arte. Voilà. Alors, Arte, prochainement en décembre, ce sera votre série Valérie Donzelli, dont on reparlera ici en temps voulu pour les auditeurs qui sont aussi parfois des téléspectateurs et qui ont envie de la voir. J'en rappelle son titre, Nona et ses filles. Merci beaucoup à vous d'être passé autour de cette grande table. Merci 1000 fois, Julie Delpy. Merci pour tous ces rires et ces sourires que vous nous offrez l'une et l'autre. On the Verge, ça commence cette semaine sur Canal+. 12 épisodes à partir du 6 septembre et en streaming sur MyCanal. Merci. Merci.